Bienvenue sur l'OIE, une chaîne qui traite notamment d'amnésie traumatique. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur les traces laissées par le prédateur qui peuvent vous mettre sur la piste de ce que vous avez subi, y compris quand vous êtes encore sous amnésie traumatique, en l'occurrence les cauchemars. Je vais partir de mon expérience personnelle. Il s'avère que tout au long de ma vie, j'ai le souvenir d'avoir fait que des cauchemars. Très certainement, j'ai dû faire des rêves, mais pas suffisamment pour que je m'en souvienne. Les cauchemars, en revanche, c'était permanent et c'était très souvent les mêmes qui revenaient en boucle. Donc ça, je les ai très précisément en tête, même les plus anciens, parce qu'il y en a certains qui m'ont vraiment traumatisée. Et donc, j'aimerais revenir là-dessus pour comprendre un peu comment on peut analyser ces cauchemars afin de mieux comprendre ce qu'on a vécu. Je voudrais, avant de commencer, faire deux disclaimers. Le premier, c'est que si il vous arrive de faire des cauchemars ponctuels et que ces cauchemars cochent seulement quelques critères de ceux dont je vais vous parler, il n'est pas forcément nécessaire de s'inquiéter. En revanche, si, comme moi, ces cauchemars ils sont récurrents, voire ils sont constants, et qu'en plus vous cochez quasiment toutes les cases, là peut-être éventuellement il faudrait commencer à s'interroger. Voilà. Deuxième disclaimer, les cauchemars dont je vais parler, il n'y aura pas d'image, mais je vais les décrire. Ils sont assez horribles, voire carrément gore. Donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet, je vous déconseille de regarder cette vidéo. À la place, ce que je propose, c'est de mettre en description et de cette vidéo YouTube et sur la page Facebook que j'ai créée en lien avec cette chaîne YouTube, et bien tout simplement de vous résumer un peu les critères et les grandes lignes sans que vous ayez à entendre toutes les choses horribles qu'il y a derrière. Voilà pour les disclaimers. Avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, j'aimerais vous lire un extrait. Alors là, excusez-moi, je prends mes notes. De l'ouvrage Le corps n'oublie rien, le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme, qui est un ouvrage de Bessel van der Kolk. Encore une fois, ce sera en description et sur Facebook, qui traite notamment du rêve, parce que une des choses que pourront dire vos détracteurs quand vous avez une levée d'amnésie traumatique, c'est que au-delà d'être potentiellement un menteur ou une menteuse, que en fait vous avez imaginé ces choses, que vous les avez inventées, que ce sont de faux souvenirs. Et voilà pourquoi j'aimerais vous lire très rapidement un extrait de cet ouvrage dont je viens de parler et qui vient de disparaître. Non, c'est bon. Dans une série de brillantes études, Stig Gold et ses collègues, alors Stig Gold c'est un chercheur et un professeur en psychiatrie de l'université d'Harvard. Stig Gold et ses collègues ont montré que durant le sommeil, le cerveau peut même comprendre des informations dont l'intérêt est obscur à l'état de veille et les intégrer dans le système mnésique plus large. Les rêves ne cessent de reproduire, de recombiner et de réintégrer des bribes de souvenirs pendant des mois, voire des années. Ils réactualisent constamment les réalités souterraines qui déterminent ce à quoi on fait attention à l'état de veille. Donc voilà, pour revenir brièvement sur ce sujet, si ça vous intéresse, je vous invite à consulter l'ouvrage dans son intégralité. Voilà, donc maintenant qu'on est un peu plus au clair sur le rôle de l'inconscient dans toute cette histoire, je vais revenir dans un premier temps en vous décrivant mes cauchemars et ensuite je vais généraliser un petit peu plus. Donc, premier cauchemar, c'est assez dur de les situer parce que je pense que c'est des cauchemars qui remontent à mes 3-4 ans. Donc là, dans les deux premiers, je suis sûre que ils font partie des premiers, donc je ne sais pas exactement lequel des deux. Je vais vous parler de celui dont je pense qui est le premier d'abord. Qui est un rêve où en fait je suis en vision à la première personne, donc je me vois pas mais j'ai mon regard. Il y a une étendue d'eau absolument immense sous un grand dôme qui fait penser un petit peu à celui de la fin du Truman Show là. Et il y a un grand escalator qui descend d'un endroit qui a l'air un peu féerique. Je sais pas pourquoi quand j'étais petite je pensais à Disney.
cet escalator-là, et ce truc, ça me faisait penser à Disney. Et il y a sur cet escalator ma mère qui est nue, et l'escalator descend. Et en fait, elle est allongée comme ça sur le dos. Et quand elle arrive à la jonction du bas de l'escalator, en fait, ça lui arrache littéralement tout l'arrière du corps. Et elle se retrouve dans l'eau, parce qu'il y a vraiment que de l'eau partout. Et donc son corps flotte dans l'eau, complètement ensanglanté, et le sang se répand et je ne peux rien faire. Voilà le premier cauchemar que je peux vous partager. Le deuxième cauchemar que je vous partage, je pense qu'il est donc arrivé après celui que je viens de raconter. Je suis, là encore, je suis toute petite. Je suis dans ce qui ressemble à un musée d'archéologie ou un truc comme ça. Et il y a un énorme dinosaure. Je suis désolée, je suis nulle en dinosaure. Justement, quand j'étais petite, j'en avais peur, donc je ne m'y suis jamais intéressée. Mais d'ailleurs, certainement que maintenant, c'est même plus un dinosaure avec les. Bref. Bon, le truc le dinosaure qui vole là, avec le truc comme ça sur la tête, qui rentre en défonçant le plafond et qui se met à se jeter sur les gens et à leur arracher cette partie-là de mâchoire. Très précisément. Et donc je suis terrifiée, je fuis, je me retrouve dehors, je me rends compte que le bâtiment est une espèce de colline d'herbe que je dévale. Je me retrouve d'un seul coup en ville avec des voitures partout, des embouteillages, je cours, je cherche quelqu'un pour me sauver, et le dinosaure me poursuit, quoi, et je sais qu'il vient pour m'arracher la mâchoire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les tout premiers cauchemars. Et à l'âge de 4 ans, je dirais, je développe une phobie très intense, une phobie des requins. Je ferai une vidéo entière sur les phobies, mais là je suis sur le cauchemar. Donc je vais parler des requins dans mes cauchemars. Le premier que j'ai en tête là-dessus, mais en fait j'en ai fait tellement à cette époque-là des cauchemars sur les requins, qu'il y a uniquement les très récurrents qui me sont restés en tête, y compris je pense parce que c'était trop traumatisant pour moi de retenir ça. Donc là je dois avoir plutôt dans les, je dirais, 6 ans, puisque je me rappelle en fait l'endroit où j'étais quand je me suis réveillée de ce cauchemar. C'est un cauchemar où je suis au bord d'une espèce de port et un tout petit bateau. Et je sais pas pourquoi, je suis obligée, il faut que je monte sur ce bateau, j'ai pas le choix parce que je dois aller à l'école, parce que je sais pas quoi. Et j'ai pas envie, je suis terrifiée. Je dis un bateau, mais c'est une petite barque, quoi. C'est un truc en bois, hein. Juste, il y a juste une rame et c'est tout, quoi. Et donc, je suis obligée de monter dessus, donc je monte dessus, même si je suis terrifiée. Et là, il y a un requin qui sort de l'eau, qui m'attrape et qui fait que, en fait, de me noyer, me ressortir de l'eau, me noyer, me ressortir de l'eau, me noyer, me ressortir de l'eau, et je ne peux rien faire. Ensuite, cauchemar qui date environ de mes, je dirais, 7-8 ans. J'ai déjà déménagé, c'est la première année, j'ai tous mes nouveaux camarades d'école qui sont là, ma maîtresse, on est en classe de neige. Et en fait, l'endroit où on dort, il n'est pas l'endroit où on étudie. Et en fait, pour aller étudier, on doit traverser un endroit où tout le long de cet endroit, donc c'est un lac gelé, il y a des statues immenses de requins, et chaque requin est déguisé. Donc il y a le requin clown, il y a le requin machin, il y a le requin truc. Le requin clown il m'a marqué, les autres, en fait moi j'étais terrifiée même dans le cauchemar, donc j'essayais de pas les regarder en fait. Et vraiment de foncer tout droit, et à ce moment-là il y a la glace qui commence à céder, et il y a des requins aussi en dessous qui sortent et qui viennent dévorer tous mes camarades, et je cours pour leur échapper. Et en général le cauchemar s'arrête toujours avant, juste la seconde avant que je me fasse choper. Donc ça voilà. Et ensuite après ça, au fur et à mesure du temps, les cauchemars avec les requins ont cessé progressivement, à moins que j'ai des stimuli, c'est-à-dire à moins que j'en vois une image. Je fais plus vraiment de cauchemars avec des requins. Et donc là on passe à d'autres types de cauchemars plus cryptés, où généralement je suis dans un lieu qui est immense, un lieu où même quand c'est un lieu que je connais, il est par exemple mon collège, là
quand ces cauchemars-là ont lieu dans mon collège, le collège, il fait 4 fois la taille qu'il fait normalement. Idem quand c'est des maisons, les maisons, elles sont toujours démesurément grandes. Il y a un moment où ce qui revenait souvent, c'était le centre Georges Pompidou. J'ai compris bien plus tard que la seule personne qui m'est emmenée à ce centre, c'était le prédateur. Et le centre Pompidou, c'est vraiment un truc qui est gigantesque. Et dans mon rêve, il était encore plus grand. C'est des trucs à 50, 60, 100 étages. Il y a des escaliers partout. Et Poudlard à côté, c'est de la rigolade. Et donc, dans ces cauchemars, je cherche soit à me cacher désespérément, mais je n'y parviens jamais. Il n'y a jamais de cachette satisfaisante. Ou alors, du coup, je cherche à fuir, mais ces endroits sont tellement grands que les trois quarts du temps, je ne trouve pas la sortie. Et en fait, même quand j'arrive dehors, je ne suis pas en sécurité. Je continue à chercher un endroit pour me cacher. Et je comprends que je suis à découvert et qu'en fait, je ne suis en sécurité nulle part. Et donc ça, c'est un cauchemar qui est revenu sous plein de formes, mais vraiment en boucle. Donc je vous dis, un coup Centre Pompidou, un coup juste une grande bibliothèque ou un grand établissement comme ça, généralement public ou administratif, des choses de genre, ou des très grandes maisons. Voilà. Et quand c'était des maisons, il y avait généralement des personnes que je connaissais qui en fait prêtaient absolument aucune attention à moi. J'avais pas ma place dans cette maison. Par exemple, tout le monde avait une chambre sauf moi. Ce genre de choses. Et généralement, il y a quelqu'un qui s'apprêtait à entrer dans cette maison pour me vouloir du mal et les gens que je connaissais n'en avaient rien à faire. Il fallait que je trouve un moyen de me débrouiller toute seule. Dans le cadre des centres Georges Pompidou, bibliothèques, etc., là, c'était plutôt des figures obscures, des terroristes, des zombies, une menace lointaine que je voyais très rarement, mais qu'il fallait que je fuis. Ça, c'était une certitude absolue. Voilà là-dessus. Et donc, dans tous ces lieux, dans tous ces endroits, que ce soit les maisons ou les très grands bâtiments, il y a toujours une histoire de toilettes. Même quand c'est dans une maison, ce sont des toilettes publiques où il n'y a aucune intimité. Soit la porte est fermée mal, soit il n'y a pas de porte du tout. Le jour, en dessous de la porte, il est immense. J'ai l'impression qu'on ne voit que moi. Et surtout, ces toilettes sont sales, mais sales, immondes. Genre vraiment des excréments partout. À chaque fois qu'il faut que j'y aille, j'ai jamais d'intimité. Il y a tout le temps quelqu'un qui rentre, tout le temps quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour parce que j'ai pas envie non plus d'être trop longue là-dessus. En tout cas, on parle de rêves où il y a un danger de mort imminent constamment. Il y a toujours une histoire soit d'intrusion, quelqu'un qui veut rentrer et j'essaye de me barricader et j'y arrive pas. Et du coup, j'essaye de me cacher, il n'y a pas de cachette et donc j'essaye de fuir, mais en fait, ça ne résout rien. Voilà un peu les grandes caractéristiques. Il faut savoir donc que ces cauchemars, moi, ils m'ont terrorisée quand j'étais gamine et j'en ai pas parlé, je ne réveillais pas ma mère, etc. pour une raison très simple, qui est que le déclencheur de tout ça était le prédateur et qu'en fait, quand je dormais chez ce prédateur et que j'avais le malheur d'évoquer ça ou de me réveiller, je pense que je me suis réveillée une nuit en fait en ayant vraiment peur. Et c'était quelqu'un qui non seulement décrédibilisait complètement mes dires et mes émotions, mais qui en plus retournait ça contre moi, qui s'en moquait pour m'humilier. Donc j'avais honte et je me disais que tout le monde devait être comme ça et que donc ça servait à rien que j'en parle, puisque de toute façon j'allais me faire traiter comme ça et qu'il fallait que je gère moi-même. Puisque donc le prédateur allait me dire que de toute façon ça n'existe pas, donc que c'est ridicule d'avoir peur de quelque chose comme ça. Au contraire, il allait se moquer de moi en me disant que j'étais stupide, voilà, que j'avais peur de choses qui n'existaient pas et que c'était ridicule. Et donc du coup, j'ai fini par penser que c'était vrai, et me dire que c'était bien fait pour moi et que de toute façon, il n'y avait rien à faire à part arrêter d'être débile et irrationnel, quoi. Et en fait, je gérais ça, vraiment seule. Et donc je me réveillais la nuit en larmes, en pleurs, mais je n'osais réveiller personne. Et donc alors moi le requin c'est vraiment une peur qui est située derrière, au niveau du dos. Et il fallait que je me colle au mur pour avoir cette adhérence là. Et donc je restais comme ça, les yeux grands ouverts, je fixais un point lumineux, n'importe quoi.
dans ma chambre pour maintenir mon attention, parce que sinon j'avais des images de requins gueule ouverte qui me dévoraient et c'était juste horrible. Et donc je restais comme ça, collée au mur en attendant de littéralement tomber de fatigue parce que c'était le seul moyen que j'avais de dormir. Et en fait, à cette époque-là, il y avait mon meilleur ami d'enfance qui est en fait le fils des meilleurs amis de ma mère, qui a à peu près mon âge, et lui qui faisait des terreurs nocturnes. Et quand ses parents venaient à la maison, c'est quelque chose dont il parlait avec beaucoup d'empathie et de considération. Et en fait, j'ai toujours été très cruelle avec lui là-dessus, et où je ressortais en fait les mêmes répliques que le prédateur en disant que c'était ridicule, etc. Et en fait, j'ai mis des années à comprendre que moi aussi je faisais des terreurs nocturnes et que si j'étais aussi horrible avec lui là-dessus, c'est parce qu'en fait j'étais jalouse que les adultes le prennent en considération et soient compatissants avec lui sur ça, alors que c'était pas mon cas. Et je referai une vidéo entière sur les phobies, etc. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que, à part ma grand-mère, personne ne m'a jamais prise au sérieux sur ma phobie. Au contraire, on me regardait comme une folle, voire même une chieuse. Surtout que j'étais une gamine considérée comme intelligente, donc quelque chose de pas rationnel. Les gens comprenaient pas que je puisse être irrationnelle à ce point. Pour eux, ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'intérêt, et donc ça n'était absolument pas pris au sérieux. La seule personne qui me prenait au sérieux là-dessus, c'était ma grand-mère qui en fait ne cherchait pas à comprendre ou à rationaliser quoi que ce soit. Tout ce qu'elle voyait, c'est que j'avais peur et elle cherchait à me rassurer et rien d'autre. Et c'est vraiment ça le message que je souhaiterais faire passer dans cette vidéo pour toutes les petites moi qui ont passé des nuits entières à pleurer toutes seules dans leur lit. Même ma grand-mère, je ne la réveillais pas. Après, je pense que je faisais pas nécessairement de cauchemars quand j'étais chez elle parce que je pense que je me sentais en sécurité. Mais je lui en parlais le lendemain, je me rappelais pas la réveiller pour ça. Mais en tout cas, voilà, un enfant qui a peur, il faut le prendre au sérieux. Déjà, il faut lui faire sentir que son émotion, elle est valable, qu'il a le droit d'avoir peur. Et surtout, se demander ce qu'on peut faire et ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin qu'on lui dise que c'est pas rationnel et que ça sert à rien d'avoir peur. Ça lui fera pas avoir moins peur. Donc voilà, essayez d'en discuter, de lui rassurer. Je ne sais pas si vous lisez des histoires, chantez des chansons, c'est vous qui connaissez le mieux l'enfant pour le rassurer. Mais voilà, en tout cas, un enfant qui a peur, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et j'en veux pas aux adultes qui m'ont pas pris au sérieux à l'époque parce que je pense que c'est aussi le résultat de leur éducation. Très certainement que eux non plus, on ne les prenait pas au sérieux quand ils étaient enfants, qu'ils avaient des peurs ou des phobies, etc. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'il est vraiment nécessaire de changer. C'est aussi pour ça que j'en parle et j'espère que ce témoignage participera à faire en sorte que au moins certains peut-être soient plus attentifs à ce genre de choses. Et en conclusion, je vais donc vous récapituler les grandes caractéristiques des cauchemars qui surviennent notamment quand vous avez subi de l'inceste ou des agressions sexuelles en étant jeune ou pas d'ailleurs. Euh, donc, vous l'aurez très certainement compris à travers la description de mes cauchemars, mais dans ces caractéristiques, on trouve la fuite et ou la paralysie. Alors moi, je suis quelqu'un de très... j'ai du mal à rester en place, donc moi, c'est la fuite, mais ça peut être l'inverse total. En fait, vous ne pouvez pas fuir, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas crier, vous ne pouvez pas courir. Ça, c'est quelque chose de très récurrent, puisque ça traduit en fait l'impuissance. Ensuite, vous avez les énigmes sans solution ou labyrinthiques qui traduisent l'enfermement psychologique et émotionnel. Donc moi, voilà, c'était ces grands lieux dans lesquels j'étais coincée. Peut-être que vous, c'est une énigme que vous n'arrivez pas à résoudre ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a invasion ou violation qui sont des traductions d'une intrusion traumatisante. Vous avez les figures autoritaires ou menaçantes qui peuvent être tout et n'importe quoi. Chez moi, ça a été le requin quand je parle des terroristes, c'était la période 2015 en fait. C'est parce que c'était l'actualité, c'était le truc du moment qui faisait peur. Et donc voilà, mon cerveau, il a calqué ça là-dessus, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. J'insiste là-dessus. Ensuite, noyade ou étouffement. Encore une fois, avec ma phobie des requins, ça a été noyade. Pour vous, ça peut être étouffement, étranglement, tout ce qui a rapport à l'oxygène, puisque c'est
et une traduction de la perte de contrôle, et en même temps le fait d'être submergé par ces émotions traumatiques qui n'ont pas été résolues. Et enfin, des événements symboliques, ça c'est propre à chacun. Dans mon cas, c'était les toilettes, cette fameuse histoire de toilettes qui sont sales, qui sont pleines d'excréments. Ça fait écho aussi à des problèmes de santé que j'ai eu. C'est quelqu'un qui me frappait pour que j'aille sur le pot, donc j'avais fait une occlusion intestinale. Voilà, il y a tout ce rapport en fait au bas du corps, hein, à aussi, les toilettes, c'est en lien avec les organes génitaux. Donc voilà là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé et encouragera surtout à être plus compréhensif envers les enfants qui ont peur. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.